je suis fondateur d'Early Metrics et on a créé il y a un petit peu plus d'un an la première agence de notation de start-up. Donc sur l'intervention, je vais vous présenter très rapidement la société, ce qu'on fait, là où on en est, l'équipe. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans la méthodologie de notation, puisqu'effectivement, c'est un des challenges clés aujourd'hui du secteur du capital risque, c'est comment mesurer un peu le potentiel d'une entité économique qui est structurellement très risquée. Donc si on prend d'un point de vue investisseur, on a un actif extrêmement risqué, comment on fait pour l'apprécier à sa juste valeur. Et du coup, effectivement, il n'y a pas tellement d'investisseurs dans la salle, puisque les investisseurs ne viennent pas aux événements. C'est un peu la particularité et le fait de les avoir clients, je connais un peu, ils sont entre guillemets assez feignants. Mais je vais quand même vous parler de Lean Startup en fait, du côté investisseur, du côté pas partie prenante de l'exécution. Là, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est le Lean quand on est partie prenante de l'exécution. Là, moi, je vais vous donner la vision de mes clients, de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils peuvent faire avec des métriques de Lean, avec une startup qui est en ligne pour prendre des décisions. Et ensuite, Q&A. Donc Early Metrics, postulat initial, un écosystème startup qui se densifie énormément. De plus en plus de création de sociétés, vous êtes là pour le prouver, de plus en plus d'investisseurs potentiels, le crowdfunding, les Ulu, la Naxago, SoWeFund, les plateformes de crowdfunding, il y en a au moins 15 qui se créent, donc beaucoup plus de startups, beaucoup plus d'investisseurs potentiels. Avant, le capital risque, il y a 15 ans, c'était des mecs qui mettaient 300K minimum. Aujourd'hui, tu as des tickets à 15K, 20K du cadre sub qui fait de la défis, donc beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de structures d'accompagnement, l'accélérateur, Partner, Dojo, Numa, le camping, donc de plus en plus, un écosystème qui se densifie, et nous on perçoit le besoin d'un acteur tiers, complètement indépendant, dont le seul métier est d'aller rationaliser le potentiel de ces jeunes entreprises. Les deux renversements, vous connaissez tous Moody's, Fitch ou Standard & Poor's, donc la Grèce veut être notée, ou Danone veut être notée par Moody's. Danone fait un chèque de 200 000 euros, entre 100 et 200 000 euros, et Moody's va travailler 3, 4 semaines, 6 semaines, et va attribuer une notation qui mesure le risque de défaut de crédit. Ça, c'est les agences de notation. Early Metrics, on a deux renversements. Un, le modèle économique. Nous, on note gratuitement des startups, pour nous c'est un objet d'étude, on ne veut pas être jugé parti. Et du coup, qui sont nos clients? Nos clients, c'est ceux qui sont intéressés par la notation, ceux qui sont intéressés pour avoir cette information de sociétés qui font entre 0 et 800 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont à la recherche de fonds, si possible avant tout le monde. Et eux, ils nous payent des abonnements entre 400 et 4 000 euros par mois. 4 000, c'est Neopost, un corporate qui veut des boîtes très très spécifiques qu'on va lui chercher en France, au UK, aux États-Unis, en Allemagne. Et 400, c'est un business angel qui nous donne 5 000 euros sur une année pour que tous les mois on lui remonte les meilleures boîtes. Il investit, le plus petit business angel qu'on ait, il investit 100 000 euros par an, le plus gros 800. Donc c'est des gens qui ont une surface financière importante, d'où tout ça. Et l'autre retournement par rapport à Moody's, outre le fait qu'on ne note pas des entreprises du CAC mais des startups, c'est le modèle de notation. Le modèle de notation, il a fallu se décrocher de cette sacro-sainte finance, parce qu'une boîte qui a justement un fichier Excel avec 18 onglets, zéro bilan, zéro arrêté comptable, et puis un truc plus ou moins alambiqué qu'elle a envie de vendre à des gens dont elle n'a pas grande idée de qui c'est, ni même de s'ils en veulent, de son produit, les projections financières, business plan, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas c'est du vent. Donc du coup, on s'est décroché de ça, et on travaille, nous, sur une méthode de notation dont je parlerai plus tard. Donc les besoins clés de l'écosystème, les investisseurs, identifier les meilleures opportunités et sécuriser un investissement. Tout le monde sait que c'est risqué. Hein. De nos gros clients du niveau de Niel et compagnie, ils signent 10 chèques, ils vont voir leur comptable, ils disent écoute, je viens de signer 2 millions d'euros de chèques, est-ce que tu peux passer tout en provision pour risque et charge? J'ai tout perdu. Et sur les 10, il y en a un qui va couvrir les pertes des 9. Donc c'est un investissement risqué, nous on le sécurise entre guillemets en leur donnant de l'information en amont. Les grands comptes, donc aujourd'hui nos clients c'est SNCF, AXA, Deloitte, Neopost, SFR, qui ont des besoins d'innovation, donc qui sont intéressés par ça. Et les startups, surtout en France, se financer auprès d'investisseurs pertinents. Un mec qui amène 100K et un carnet d'adresses et des réseaux de distribution. Et obtenir un regard critique et indépendant. Nous, en fait, on juge la start-up, on n'échange pas d'argent, quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'être ses potes ou ses ennemis, il n'y a pas de désir. Donc on s'est lancé il y a un petit peu moins d'un an. Notre métier, donc 100 startups, tous les mois on a 100 startups dans notre pipe, on en choisit 30 qu'on note. Donc on a déjà un travail de préqualification. On peut pas noter tout le monde parce que c'est gratuit. On est obligé que de noter entre guillemets déjà le haut du panier, c'est un peu un biais. On en choisit 30
Et aujourd'hui, on a une petite trentaine de clients. Avril, on définit le modèle de notation avec des personnes dont je vais vous parler. On crée la société en septembre, on commence à vendre nos abonnements en novembre. On était 2, aujourd'hui on est 6, et on travaille avec un comité scientifique. On est une société qui se structure, voilà, et on ouvre un bureau à Londres à la fin de l'année. Nos belles références, on pourrait penser que c'était leur métier, mais BPI sont nos clients. Neopost, De Wright, la SNCF, et tous les noms dont on ne donne pas, qui sont les meilleurs. Alors la méthode de notation, je vous l'ai dit, il faut se décrocher des éléments financiers. Déjà, nous, on mesure un truc structurellement, on est des gens optimistes, on mesure un potentiel de développement, alors que les agences de notation mesurent un risque de défaut de crédit. D'un côté, c'est la possibilité sur 100 que tu réussisses à bien te développer, du coup un peu à te financer, parce que je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais ça contribue, alors que Moody's mesure le risque que tu ne te casses pas la gueule. C'est déjà un truc à faire. Sur des chiffres passés. Sur des chiffres passés. Le risque que tu ne te casses pas la gueule dans le futur sur les risques passés. Pour nous, c'est un peu casse-gueule aussi. Le risque se développe sur rien. J'exagère, mais sur très peu de choses. Donc avec qui on a défini notre méthode? Avec des investisseurs, des entrepreneurs et le dirigeant d'une boîte du CAC qui a une vision assez intéressante. On a un comité scientifique aujourd'hui avec qui on travaille, on backteste notre modèle. C'est Jean-Michel Payon, le directeur des admissions d'Euronext, Cécile Saint-Martin, c'est une associée de chez Price, 2 serial entrepreneurs, investisseurs et un chercheur du CNAB qui travaille sur le financement de l'innovation qui a pas mal écrit. La genèse. Donc je vous l'ai dit, on sort du financier, il faut aller regarder un peu les piliers. Donc le process, effectivement, je vous en ai parlé, on détecte, on va chercher les boîtes, on identifie nos cibles de notation, on les note, 10 heures de travail, je vous en parlerai un petit peu après, donc 2 heures avec les dirigeants, et on formalise la notation. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour des clients, ils ont des délivrables, des rapports de notation. Les piliers, nous on fait une notation qui est exclusivement extra-financière. Il y a une partie financière, mais elle est décrochée de la note. Donc la note sur 100, elle est portée par 3 piliers, dirigeants, projet, marché, et du coup il y a une cinquantaine de critères qui sont répartis. Derrière les dirigeants, il y a un COEF, derrière le projet, il y a un COEF, derrière le marché, il y a un COEF. Et derrière chacun des critères, il y a des coefficients qui tournent et une note. Les critères, je vais vous en parler, c'est pas tellement ça la recette secrète. Là, nous, c'est les coefficients, ce sur quoi on est particulièrement bon, et la méthode. La méthode, c'est à peu près 10 heures. De noter une boîte, c'est 10 heures. 3 heures avant de rencontrer les entrepreneurs, 2 heures avec les entrepreneurs et 4 heures en aval sur tout le travail de relecture, formalisation et les allers-retours avec le comité scientifique. Notre métier, ça a été de casser les biais de désirabilité qui existent à partir du moment où on est dans une relation client-fournisseur. Donc déjà, notre modèle économique nous le permet. Et ensuite, il faut se rendre compte, un premier entretien avec un business angel, c'est un peu c'est pire que du recrutement. C'est-à-dire c'est mytho sur mytho, suroptimisation sur suroptimisation, parce qu'on veut séduire, on veut plaire. Donc nous, notre métier, c'était aller juger 50 critères en cassant tout ça. Donc ça veut dire ne pas poser des questions en direct. On a travaillé avec des RH, des psys sur comment à un moment aller comprendre des forces et des faiblesses sans les demander. Donc c'est un petit peu une version plus humanisée d'un test MBTI ou des trucs que vous avez pu voir sur lesquels se sont amusés des centaines de ricains dans les années 60 quand ils ont commencé à formaliser les serious games et les process de recrutement. Et ça, le cœur de notre métier, c'est l'entretien dirigeant. C'est l'entretien dirigeant qui est très bien préparé, on ne leur demande pas ce qu'ils font dans leur vie. Hein. On a déjà passé 3 heures sur le BP, Executive Summary, la doc exogène, on a nous nos verticales marché qui nous permettent d'être pas trop con sur les market sizing, et ensuite on passe du travail avec les dirigeants. Je vais vous donner un exemple pour étudier, c'est la complémentarité. La complémentarité, à un moment, c'est un des points clés dans l'équipe. C'est aujourd'hui, pour exécuter une vision stratégique dans une startup, il faut des compétences. Il faut des compétences, sauf génie, voire même il n'y en a pas. Ces compétences, la plupart du temps, il y en a qui ne sont pas compatibles, elles ne peuvent pas être mises dans la même tête. Donc à un moment, il y a de la complémentarité. Typiquement, vous êtes tout seul, vous avez une salle Matrix. C'est un peu manichéen, mais c'est comme ça. Donc la complémentarité, est-ce que vous pensez, donc tu as un duo d'entrepreneurs de 23 ans, est-ce que tu penses que tu peux lui dire écoute Pierre, Paul, êtes-vous complémentaires? Putain. Ah ouais, moi j'ai fait Centrale, je suis un ingénieur, lui il a fait Dauphine, commercial. Hyper complémentaire, on va aller au bout du monde. Non, ça c'est pas être complémentaire, ça c'est de la désirabilité. Donc un des exemples, c'est on travaille sur le processus de prise de décision. Donc on discute, on amène sur la table des décisions qui ont été prises, qui peuvent être prises. Et là, la complémentarité, on a travaillé un moment, on la voit apparaître.
tu vois apparaître ta complémentarité quand tu demandes qu'il te parle de la décision de comment on a placé cette nouvelle fonctionnalité sur le site internet et de comment on a décidé de mettre 3 000 € en AdWords plutôt que de dépenser de l'argent plutôt sur Facebook ou plutôt sur Google AdSense. Là, tu vois tout de suite les casquettes des mecs qui s'interchangent ou justement qui ne s'interchangent pas. Tu vois à quel moment, quand tu leur parles des décisions strat, est-ce qu'ils prennent des décisions strat tout seuls, la fausse conviction, machin dans le mur, ou est-ce que les mecs ne sont pas forcément un board formalisé, mais ils sont capables de faire arriver un peu des informations de l'extérieur pour décider. Voilà, ça c'est un exemple. C'était l'exemple, je pourrais vous en citer plein sur la capacité de remise en question que Joël évoquait tout à l'heure dans la partie pivot. On parle d'interaction, on parle de claque, il y a des trucs intelligents aussi pour mesurer le réseau. C'est terrible le réseau, mais des boîtes comme Toc Toc Toc, Delivery, des trucs qui sont en train de faire des cartons en ce moment, ça fait 15 ans que ça existe à Dijon, ou 3 ans que des mecs dans un sombre incubateur dans l'Orne, ils y avaient déjà pensé. Mais bon, quand il faut aller voir d'un seul coup être capable de signer la FNAC, c'est quand même mieux si le cousin de ton père est directeur de la supply de la FNAC. Et ça, c'est terrible, mais le coefficient réseau, il est hyper fort. Je vous donnerai pas, mais il est hyper fort. Qu'est-ce qu'en pensent les entrepreneurs d'Early Metrics? Ils kiffent parce que c'est gratuit. Donc la montée à bord, en fait, c'est nous qui décidons, c'est évident. Et en fait, au-delà du fait qu'ils sont présentés à des business angels qui mettent des tickets sérieux et pas 2000 €, ils passent dans une machine à laver un peu indépendante avec un regard tiers qui fait qu'ils nous écrivent des trucs comme ça, alors que eux sont Julien et Christophe sont déjà multimillionnaires, ils ont vendu des boîtes. Donc ça, c'est un des plus beaux retours qu'on ait eu. Tu vois, il a fait la tournée des fonds en France et dans la Silicon Valley, donc lui, il l'a fait pas. Alors que lui, c'est un entrepreneur un petit peu plus jeune, mais mine de rien, voilà, lui, il affine et les autres, ils pensaient qu'on avait bien préparé le travail. 80% des startups qu'on a notées au-dessus de 75 sur 100 ont réussi à se financer moins de 6 mois après leur notation. Donc là, on va sortir notre premier stat à 1 an d'existence. On va dire, écoutez, investisseurs, investissez dans nos boîtes, vous ne serez pas seuls. Les 20 meilleures startups qu'on a notées, elles sont, je pense, à peu près à 8 bris levées. Enfin, un ticket moyen en early stage, 3-4 fois, c'est pas 120K, elles sont toutes levées 400K ou 500K. Donc on a su mesurer un petit peu avant l'écosystème. Et un peu une stat de charognard. Toutes les boîtes très mal notées, elles sont pas financées. Du coup, voilà, je répondrai à toutes vos questions sur ça. Donc, nous, on était 2. Moi, je suis ingénieur de formation, mon associé financier, c'est un ex de chez Price. Et aujourd'hui, on a recruté d'autres analystes, un bizdev. Et là, on a 3 recrutements en cours, analyste, bizdev et web marketer. Parce que nous, on est nuls en Google. On est jeunes, mais pas d'Internet. Les investisseurs, donc on a dit, on a vu tous les avantages, dans l'exécution du lean, voilà ce que ça pouvait faire. Maintenant, lui, l'investisseur, tant qu'il n'a pas mis ses 100K, il n'est pas partie prenante. Lui, le lean, il ne peut pas exécuter. Il est là, il a les dossiers qui arrivent. Donc du coup, qu'est-ce qu'il peut en faire en fait de cette méthode lean, de tout ce dont on a parlé en amont, et je ne reviendrai pas dessus parce que ça a été bien décrit. Lui, ce qu'il peut faire, c'est une boîte qui est vraiment dans la méthode lean, qui s'est projetée là-dedans, qui a fait les choses bien. Entre guillemets, on est capable de... Ça peut plus mentir, parce qu'effectivement, c'est les stats, c'est la dernière partie du truc de Franck qui disait à un moment, tu as les métriques qui montrent que tu as eu un intérêt. Donc c'est un formidable indicateur de maturité. Et les investisseurs, moi on était à Londres il y a 3 semaines avec vraiment un mec qui a vendu une boîte au Crédit Agricole et qui a pris des casquettes. Quand il a vendu sa boîte, il mettait des trucs à 500 000 €. Il a tout perdu sur toutes ses premières boîtes. Maintenant il a un peu de bouteille et il dit, moi les early metrics ça m'intéresse pas. Moi tous les dirigeants, machin, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est 2 metrics qui me disent si oui, ce qu'ils proposent est validé, ça a un intérêt, et leur capacité à croître et leur capacité à faire que l'exponentiel ne soit pas bullshit ou moins bullshit que d'autres types d'exponentiels. Et il dit que ça. Et le mec, il a déjà pris suffisamment de bouillon dans ses investissements, ensuite il en a réussi quelques-uns. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de très concrètement. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des trucs que, en tant qu'investisseur, tu peux ressortir de la méthode lean pour prendre ta décision, un peu comme en mode outil d'aide à la décision. Et c'est des métriques, c'est des chiffres, voilà. Donc sauf si le mec te ment, si dans ce cas, si c'est un entrepreneur qui ment, balayer, c'est un no-go, c'est 0 fois.
Je préfère un entrepreneur qui dit je suis une merde que l'entrepreneur qui te ment vraiment. Je te dis pas qu'il embellit la vérité, ça c'est le jeu. Qui te donne un chiffre qui est faux, ça faut pas. Donc à part ça, tu vois, ça ment pas trop. Et entre guillemets, si tous les investisseurs étaient comme mon investisseur londonien, moi j'aurais pas de travail. Ma promesse, elle serait moins forte. Donc deux métriques, deux moteurs en fait. Le moteur de value, c'est ta value proposition, on en a déjà parlé. C'est USP, Unique Selling Proposition. Voilà, qu'est-ce que tu fais, voilà, à quel besoin tu réponds. Et les indicateurs de growth, de croissance. Donc un, c'est est-ce que ce que je fais, ça a un intérêt, je suis capable de montrer que tu as des gens qui l'ont déjà acheté. C'est binaire un peu, oui ou non. Après, tu peux dire est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, mais oui ou non. Les métriques de growth, c'est de toute manière la différence entre 20 000 balles de chiffre d'affaires ou 100 000 balles de chiffre d'affaires, c'est stylé, mais c'est pas un billion dollar compagnie. Donc grosso modo, on s'en fout. Ça veut dire oui, il a été capable de vendre le truc, lui pour 20 000, lui pour 100 000, mais mine de rien, pas une boîte qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires qui va faire la culbute à ses investisseurs qu'avec 8%, il faut faire x4. Et les métriques de growth, justement, c'est elles qui montrent la croissance. Donc typiquement, des métriques de value proposition, c'est des clients, c'est des MVP commercialisés. Donc c'est des métriques de masse, pas de flux. Ça veut dire c'est tant de chiffre d'affaires, un pipe commercial avec 30 boîtes, ça veut dire en 4 mois j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai converti tant de pourcentage de conversion. Conversion par exemple, c'est une métrique de value. J'ai proposé mon truc à 100 personnes sur ma landing page, il y en a 80 qui ont acheté, qui ont cliqué sur oui, j'achèterai un produit comme ça. Ça, c'est une métrique de value. Il y en a des plus ou moins stylés. Le truc de la landing page, c'est le premier truc. Parce qu'ensuite, le mec, il dit oui, j'achèterai un truc comme ça. Le jour où il doit l'acheter, t'en as moins déjà. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que machin, c'est un must-have, mais c'est pas un nice-to-have. Donc il y en a d'autres. Les métriques internet, les métriques un peu typiquement merdiques, dont je parlerai ici, de visiteurs uniques, de nombre de vues, de nombre de téléchargements. Ça, c'est le pire, le nombre de téléchargements. Ça peut rentrer un peu là-dedans. Mais ça doit être perçu comme des métriques de value, de go-no-go. 100 000 téléchargements, ça ne veut pas du tout dire, c'est pas une métrique de growth. Même si j'ai fait 100 000 téléchargements ce jour-là et 300 000 le mois d'après, ça reste encore pas beaucoup et c'est des trucs donc de vanité en fait, c'est juste une taille. Voilà. Qu'est-ce que c'est du coup les métriques de growth? On a dit c'est une métrique qui fait en sorte que l'exponentiel ne soit pas bullish. Et donc là, attention, ça devient difficile. Là, c'est un peu des maths. C'est un peu un truc de star. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme métrique? La plus belle de toutes, c'est j'ai un client ou un utilisateur Facebook, prenons le cas de Facebook, un utilisateur qui s'est inscrit sur Facebook ramène plus qu'une personne. En l'occurrence, Facebook, c'était 40. Donc, un mec passait, je sais plus, c'était 19 minutes par jour, au début 2 heures par jour, mais surtout un inscrit m'en ramène 40. On s'en fout 40, même 1,1. Juste 1,1. Donc il est capable de prouver que chaque utilisateur amène 1,1 sur 3 mois ou sur 6 mois. Là, l'exponentielle, elle est plus du tout bullish. Là, l'exponentielle, elle est... Après, il peut faire des conneries, ça peut retomber, il y a plein de choses. Mais mine de rien, vous faites, si vous avez fait un peu de maths, si la pente, chaque nouvel utilisateur en emmènera 1,1, c'est une exponentielle. Une bonne vieille exponentielle qui n'a pas de limite. Qui a que la limite, la taille de ton serveur. Et aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, 0,01 centime le giga. Donc oui, là, t'es scalable, t'es repeatable et tout. La différence entre 1,1 et 40, c'est que d'un côté, ça va très vite, et de l'autre, c'est une exponentielle, ou peut-être que sur tes 16 lignes Excel, machin, t'arrives pas à voir qu'elle devient exponentielle. Mais ça en est une quand même. Voilà. Donc du coup, un investisseur, surtout dans le web, un entrepreneur, ou autre truc, pardon. Là, j'ai parlé du web. Un autre truc hyper important que vous devez tout le temps avoir en tête, c'est les cohortes. Les cohortes, c'est un client, donc que j'ai à un moment un client, que j'ai signé, on est le 15 avril. Ce client-là, qu'est-ce qu'il devient à 3 ans? Est-ce qu'il est encore client? Combien d'autres clients il m'a ramené? Et ça, bon, c'est un modèle mathématique un petit peu plus compliqué encore que l'exponentiel, mais une boîte qui est capable de modéliser ses clients en cohortes, c'est-à-dire avec des strates. J'ai le client inscrit le 15 avril 2014, grosso modo, il m'amène 223 €, parce qu'il s'est réinscrit avec une probabilité de 60% à tel moment. Mais ensuite, j'ai d'autres clients. J'ai le client de Debain qui est rentré, et là, ça fait des cohortes. Et là, pareil, on construit une exponentielle, mais sur du chiffre d'affaires, avec des clients qui sont classés par strat. Ça ressemble un peu à des graphiques de géologie. Puis taper cohorte sur Internet. Ça, c'est une autre méthode de growth premium. Le problème de ces trucs, c'est que ça demande des entrepreneurs un peu matures pour modéliser ces trucs-là. Et puis, c'est l'inverse de métriques de vanité. Les métriques de vanité, c'est le nombre de vues par mois
le nombre de téléchargements. Donc là, on a pris un exemple du web, on a pris un exemple sur du business pur avec des chiffres d'affaires, on va prendre un exemple sur les apps. Parce que maintenant, des apps, il y en a plus que ça dans le foutre. Moi, les grosses apps que j'ai notées, c'était vraiment 40 000 téléchargements par mois sur ces 3 premiers mois, donc 200 000 téléchargements en 3-4 mois. Là, c'est un peu prem-prem, c'est une maîtrise de vanité, mais qui est quand même un peu stylée. Les vraies métriques, ça s'appelle MAU, c'est tes utilisateurs actifs. C'est le mec, combien de fois il se reconnecte, combien de temps il passe sur telle page de mon application. Ça, voilà, ça c'est des métriques intéressantes à suivre. Le nombre de téléchargements, surtout quand il faut créer un compte. Mais l'entrepreneur qui vous pousse un truc de nombre de téléchargements, écoute, moi, ça I don't buy it, je n'achète pas ces trucs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour les apps. Du coup, il y a plein de VC qui ont dit des trucs stylés, donc d'investisseurs en capital risque un peu premium, un peu américaine, qui a dit il y a plein de bonnes idées. Et pareil, dans le côté maturité des entrepreneurs, outre le fait qu'ils soient capables de vous montrer des cohortes, c'est des mecs qui ne sont pas amoureux de leurs produits, c'est des mecs qui peuvent pivoter 50 fois. On leur a dit que leur truc n'était pas bien, et qu'ils se disent ok, j'en ai rien à foutre, je vais faire autre chose un peu à côté. Mais les idées, ou les entrepreneurs qui me disent moi j'ai 75% du capital et l'autre il a 15%, parce que c'est moi qui ai eu l'idée, on s'en fout. L'exécution. L'exécution, et c'est le truc de l'idée de la meilleure app du Facebook des animaux domestiques. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail des 4 heures, 3 heures, 2 Ouais. heures Donc, nous, quels sont les éléments dont tu as besoin de la part de l'entrepreneur? déjà son accord, on signe un contrat de notation. Nous, on est phase de détection, on a un nom, une start-up, on doit trouver son mail, et ensuite on la contacte. Et là, les 10 heures commencent. On la contacte, on demande un entretien téléphonique d'1 quart d'heure, on a l'entrepreneur pendant. On ne veut même pas savoir ce qu'il fait, on est traction. Donc, et nous, on travaille pour des investisseurs, donc est-ce qu'ils ont une opération capitalistique prévue dans les 9 à 12 mois? Donc là, on les a au téléphone, on leur demande où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font rapidement, qui ils sont, ça dure 1 quart d'heure, et ensuite on dit go no go. Ça c'est une décision qu'on prend parce que nous on investit 10 heures de temps. Donc, du coup maintenant on est à 9,75 de temps qu'on prend gratuitement, parce que ça s'appelle rapidement. Ensuite rentre une phase de préparation. Donc là on a un échange de documentation, notamment on a signé un contrat de notation, une sorte de NDA, de contrat de confidentialité hyper premium. Et on passe, nous, entre 3 et 5 heures, selon la complexité du projet, à le préparer, tout seul dans notre coin, avec de la doc interne, ce fameux BPES InvestorTech qu'on a récupéré, et de la doc exogène qu'on a récupéré, on va travailler sur ses concurrents. Et on fait toute une phase de questionnement sur ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. On arrive en entretien, on ne lui demande pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On va travailler, je vous ai donné l'exemple de la complémentarité, donc on travaille 45 minutes sur les dirigeants, une demi-heure sur le projet, où on va plus loin que ce qu'on va comprendre des trucs qu'on n'a pas été capable de comprendre tout seul. Typiquement, vous vous doutez bien que les trucs sur les dirigeants, c'est pas écrit sur le business plan. Donc suite à ça, ensuite on formalise la notation, donc c'est une cinquantaine de critères avec des barèmes, des coefficients, on rentre, on doit tout justifier parce qu'ensuite il y a un process de relecture, on vient de chez Price, hein, donc on est des ex-auditeurs financiers, tu as des mecs chiants un peu carrés. Et suite à ça, on formalise, on écrit notre délivrable. Donc c'est un délivrable, je n'en ai pas là, mais Nicolas en a vu. C'est un livret d'une vingtaine de pages qui parle des forces et des faiblesses de la startup. Il y a des graphiques radars qui montrent sur tel ou tel poste. On amène la rationalisation à 70% sur 100 pour que les 30% qui restent, ce soit vraiment l'intuitu personnel de l'investisseur. Ce que disait Joël, le feeling, on ne l'enlèvera pas dans le capital risque, c'est risqué. Personne ne signe un chèque après avoir lu les 20 pages sur les métriques. Ce n'est pas des obligations de la France à 1,3%. C'est un truc où l'investisseur il va mettre les mains dans le cambouis, il va appeler son carnet d'adresse pour faire vendre. Mais on fait juste en sorte qu'on leur donne de l'info, écrit par un tiers. C'est tellement vendeur un business plan, c'est écrit par l'entrepreneur pour l'entrepreneur. Nous, on leur vend 20 pages, donc 6 startups par mois, premium, et 20 pages d'analyse sur une parmi les 6. Faite par un tiers. Il peut ne pas être d'accord avec nous, ensuite il prend ses décisions. Il décide juste, je le vois pas, et dans quel mindset je le vois. Voilà.
Mais un peu dans le prolongement, c'est juste pour comprendre comment tu t'assures vraiment de la bonne collaboration de la startup. Parce qu'il y avait un slide qui disait en général ils sont très contents, c'est super. Moi j'aurais pu imaginer qu'au contraire ils soient un peu réticents à avoir une agence extérieure qui vienne les noter alors que c'est leur bébé, etc. C'est normal. Si c'est leur bébé, normalement il est dans les 70, je comprends pas. Pourquoi en fait on a des stats comme ça de satisfaction? Parce que c'est des gens qui sont structurellement dans un process de remise en question et qui sont dans la phase de recherche. Et ça on essaie de le sentir. Tu vois, des gros blocs sur le questionnement, sur les 15 minutes au téléphone, c'est pas bon signe. Après il peut ne pas vouloir et on signe un accord de confidentialité. Donc Mais comment vous vous présentez en fait? Est-ce que vous dites nous on travaille pour des investisseurs, donc vous avez vraiment intérêt de collaborer, enfin d'une certaine manière. Donc on leur parle, on leur présente qui on est, la confidentialité. Ensuite, 2 avantages pour vous. Un, vous êtes présenté aujourd'hui à nos 30 clients, qui sont des investisseurs qualifiés qui investissent dans des startups. Vu que c'est des boîtes en levée de fonds, ça leur parle. Et 2, c'est hyper intéressant. Vous allez passer dans une machine à laver, c'est un peu intrusif. On va vous demander entre vous 2 cofondateurs quelle est la promesse. Et donc on dit à l'un, mais qu'est-ce que t'aimes chez lui? Il est en face, on dit, mais qu'est-ce que tu es allé chercher ce mec-là? Voilà. Et donc là, c'est un peu intrusif. Ou quand ils sont disputés, quand ils sont pas disputés. Mais c'est risqué quand même pour eux. Bien sûr, c'est risqué. C'est risqué parce que c'est une photographie à un instant T0. Il peut y avoir quand même un blocage. Exactement, ouais. À la fin du process, il peut ouais. Mais à la fin du process, en fait aussi un truc qui à la fin du process dit si vous n'êtes pas content pour une raison ou une autre, on ne présente pas. C'est même pas vous êtes blacklisté, c'est votre note parce qu'elle n'est pas bonne, parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous ne nous aimez pas, on la présente pas. Voilà. Mais c'est très intéressant ta question dans le sens où le côté c'est mon bébé, ben ça justement, amoureux de son produit, sur la capacité de remise en question. Amoureux, ça ne veut pas dire pas motivé. Bien sûr que nous, on est une start-up aussi. Bien sûr que je suis amoureux de ce que je fais. Mais si demain, j'ai pas de réabonnement, donc moi je vends des abonnements, une de mes métriques c'est le taux de réabonnement. Si demain j'ai un taux de réabonnement de 10%, ou j'ai des mecs qui convertissent pas les tests, j'ai beau être amoureux de ce que je fais, moi je vais l'acheter, ça va faire 400 €, mon père va l'acheter, ça va faire 400 €, puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Le côté c'est mon bébé, j'aimerais bien qu'on soit capable de le détecter systématiquement. Moi j'ai une question. J'ai eu l'impression de ta présentation que nos outils étaient complémentaires parce que nous ne s'adressons pas au même stade. Nous, c'est plutôt very early stage, et toi, c'est le early stage au terme officiel. C'est intéressant cette question sur le périmètre. Nous, on note des boîtes entre 0 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires et entre 0 et 3 millions d'euros levés. Le 1 million et le 3 millions, vous le comprenez. Le 0, effectivement, c'est là où on n'a pas le même 0. Nous, le 0, on note des entreprises. Donc notre définition d'entreprise, c'est pas tellement le cabis, c'est une équipe, pas un mec, donc c'est une équipe fédérée autour d'un projet et un modèle économique qui a identifié un marché et qui a une métrique de value. Donc nous, le mec qui arrive, et c'est pas notre métier, le mec qui arrive à Dojo Créa ou chez Michel de l'accélérateur en disant voilà, moi je m'appelle Julien, voilà ce que je veux faire. Moi je sais pas faire. Je sais pas. Le Dojo Canva est capable de l'évaluer, mais j'ai effectivement l'impression sur les plus grosses entreprises que le Dojo Canva évalue, peut-être que là on va se chevaucher, voilà. Mais dans l'ensemble, ça paraît vraiment une lignée, quoi. Moi les idées, je sais pas faire ça. Je sais pas faire, c'est touchy et on voit la différence. Moi je vends une analyse à des tiers. Joël, il prend ses propres décisions à partir de son analyse. C'est tellement plus risqué. Je propose l'outil à d'autres, je ne le vends pas. Voilà, alors que nous on le vend. Donc c'est un peu différent. Il y a une chose que j'ai un peu de mal à comprendre par rapport aux investisseurs. On parlait de carnet d'adresse. Je veux dire, un investisseur, bon, si il est intéressé par une société, oui, il fait un apport de capital. Je comprends ce qu'il apporte. Mais carnet d'adresse, j'ai du mal à. Alors, comment lui il peut faire exploser les ventes de. Ça marche. On va faire des exemples. Enfin, aujourd'hui, le premier BA, vraiment le mec qui met les premiers 100 000 € sur la table, s'il amène que 100 000 €, ou il y a un mec qui fait ça, enfin il y a 2 mecs qui font ça, c'est Bérébi et Niel, dans un truc qui s'appelle Team Aventure, mais ils ont la surface financière de le faire 250 fois, donc ils répartissent sur risque. Mais l'investisseur, personne qui met 100K et qui fait juste ça, il prend un risque énorme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour sécuriser son investissement, il va faire en sorte que la boîte fasse du chiffre. Et le BA, la plupart du temps, il investit dans un secteur qu'il connaît.
Donc là, notre client, un mec qui a revendu un Leclerc, 50 millions, il investit dans des boîtes, dans la distribution ou dans la logistique. Il voit, donc déjà, première étape, je fourgue le truc à tous les autres Leclerc de France. Premier truc, 150 000 € de chiffre d'affaires. Le mec, il a investi, je sais pas, 500 000. En 2 semaines, il a appelé tous les autres propriétaires de Leclerc. Voilà, premier truc. Je prends un Mais exemple là, très bien là, d'adaptation. il fabrique l'offre, mais en fait, parce que ça garantit pas que. Non, ça garantit voilà, pas, mais lui, il est les convaincu. clients vont l'acheter. Ouais, mais lui, il est convaincu. Et effectivement, pour mettre ses 100 000 €, il faut que lui soit, ou 300, il faut que lui soit complètement convaincu de le faire. Mais par contre, le premier investisseur, il amènera toujours beaucoup plus de l'argent. Ou il amènera une vision stratégique, ou il leur dira. Et c'est pour ça qu'il investit. Je prends un exemple qui vient de la présentation d'Antoine, Néopost. Néopost, c'est magnifique. Ils ont énormément de clients dans. Je l'ai marqué sur la carte de visite de Philippe Boulanger. Ils ont énormément de clients dans plusieurs dizaines de pays. Et ben, ils n'hésitent pas, pour tester une start-up, ils n'hésitent pas à la balancer, à proposer ses services à leurs clients. Si dans leurs clients ça va, ils investissent. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont proposé, nous, accélérateurs, de faire pour tester. C'est-à-dire qu'ils proposent directement ils ont proposé directement à notre accélérateur un exit. Les startups vont trouver des investisseurs et potentiellement racheter l'entreprise. Donc c'est un exemple très concret d'investisseurs. Il y a toujours des synergies au-delà du capital. S'il n'y en a pas, enfin, dans le capital risque, hein, je ne parle pas des obligations de la France à 0,75%, dans le capital risque et même dans le growth, même quand Sophie Protéol met 150 millions dans une industrie laitière au fin fond du Cantal, avec un problème de management, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont changer de CEO et parce qu'ils savent qu'ils ont le copain de leur board qui vient de se faire débarquer de chez Nestlé et qui vont le mettre là. Donc même tant que c'est du private equity, donc tant que tu rentres direct au capital de la boîte et que c'est pas du marché libre et que c'est pas des obligues, tu auras forcément des synergies qui dépassent l'argent. Sinon c'est trop risqué. Enfin, si tu n'as pas une thèse d'investissement que toi tu vas apporter, et peut-être effectivement je sors les fonds de pension ou des trucs, mais ils investissent dans des fonds eux-mêmes de private equity. Ouais, effectivement, bon, là c'est un investisseur avisé. Ouais. Le crowdfunding, c'est l'équivalent de Beredi avec des tout petits tickets. C'est comme ce que fait Kima Venture, mais par coût de 2K, coût de 5K, coût de 13K. Voilà. Et j'ai une question, moi, toutes les startups que tu évalues, elles recherchent forcément de levée de fonds ou tu vas juste en... Vu qu'on a de plus en plus de... Aujourd'hui, moi je fais 50% de mon chiffre d'affaires avec des corporates qui, du coup, Néopost, par exemple, lui, il serait intéressé aussi par des boîtes qui ne lèvent pas de fonds. Moi, je sais le faire, il faut juste que j'enlève les 2-3 dernières pages du rapport. Mais aujourd'hui, toutes les boîtes qu'on note, elles ont une opération capitalistique dans le pipe dans les 12 prochains mois. Pas forcément tout de suite. Je vais rebondir là-dessus. Le métier de base de Dojo Group, c'est l'accompagnement des grands groupes pour les aider à monter, des grands groupes et des PME, pour les aider, et innovantes, des PME innovantes, pour les aider à monter des consortiums européens pour aller chercher des subventions. Les grands groupes, ils adorent toucher des subventions européennes, sauf que des fois, c'est des très très gros montants. Sauf que trouver des PME innovantes, ils ne savent pas faire. Éventuellement, ils ont accès à quelques spin-offs d'anciens cadres de chez eux, mais pour les identifier, ils sont incompétents. Du coup, ils nous payent. Voilà, moi je vois très très bien cet intérêt-là pour les grands groupes. Oui. J'ai deux questions. Comment les startups vous contactent? C'est vous qui allez On a les deux chercher? deal flows, donc push and pull. Push, c'est structurellement, chaque entrepreneur, on envoie 2 autres startups. Parce que c'est ses potes, ils sont chez Dojo, dans le même incubateur et tout. Ensuite, j'ai les prescripteurs. Donc mes prescripteurs à Paris, c'est 50 Partners, l'accélérateur, des leveurs de fonds, des personnes physiques, The Family, peut-être, j'espère, demain Dojo. À Londres, c'est Techstar, aux États-Unis, c'est Louis France, et en Israël, j'essaie un peu avec le Ternium. Donc ça, c'est le push. Et le pull, c'est moi j'ai 2 ETP, 2 équivalents temps point, qui font de la détection. Ça veut dire ils vont travailler les bases du prix de la tribune du jeune entrepreneur. Ils vont travailler les plateformes de crowdfunding, c'est presque trop tard pour moi. Moi, je préfère entre guillemets encore plus jeunes, parce que là, c'est qu'elles sont déjà visibles, alors que mes clients, ils achètent un peu de la préemption pour le fait de l'avoir. Voilà. Donc on va chercher. Scouting, on va au meet-up, on va au Demo Day, on va dans les Fab Labs. Et donc si on s'intéresse à une boîte, on peut te demander si elle est déjà intégrée dans Mon diplôme, il est caché. Nous, entre guillemets, il y a 4 startups sur la page du site internet, alors qu'on en a noté 180. Oui, donc comment savoir?
C'est-à-dire, Si on moi a je un m'intéresse client. à une startup, ça m'intéresserait de savoir si elle est déjà notée ou pas. Ouais, bah ça je peux te le dire. Ouais, d'accord. Je te dirais oui ou non. Ouais. Et le seul acteur, on vend des crédits de notation à BPI. Donc BPI nous achète 20 crédits de notation et il les applique sur les boîtes. Il dit voilà, maintenant on va noter celle-là. Alors que la promesse pour Néopost, pour les corpos et les BA, c'est en plus on te les détecte les boîtes. On les détecte et tu les as détectés sous un format tout bien noté de 20 pages. Deux questions aussi. Est-ce que tu peux donner quelques noms de startups jeunes, early, Notés par Earlymetrics? que tu as noté? Ouais. Est-ce que tu partages l'ensemble des 100 ou 200 boîtes qui ont été notées sans donner leur note sur le site? Non. Mais non, parce que la promesse c'est ça je peux te le vendre 200 000 euros. Non, la promesse c'est de donner Non, c'est tout, même le nom. Même le nom, parce que vu que la boîte elle est tellement jeune, le fait de l'avoir détecté et noté en soi, moi j'ai un client, il faut être humble avec ses propositions de valeur. J'ai un client, mes notes il les regarde même pas. Mon rapport il le lit même pas. Oui. Il oublie de me demander parmi les 6 laquelle il veut. Il voit les noms des boîtes, il regarde effectivement la note, il y a une phrase et il kiffe et il appelle la boîte. Voilà. Donc le deal flow, même le nom des boîtes, ils sont. Donc des boîtes, je vais vous donner les toutes premières. Tilki, notée 79 en mars 2014, une des toutes premières boîtes notées. Demain, on fait un petit communiqué là-dessus. Elle a levé, c'est une boîte qui fait c'est un logiciel en SaaS. Vous connaissez? Je connais, j'ai rencontré les fondateurs. Sylvain? Ouais. Et donc Tilki, notée 79 en mars 2014, c'est une bonne note 79. En juillet, ils ont levé 600K sur leur premier tour avec Languedoc et Rhône-Alpes, 2 points. Ils ne voulaient pas se faire chier avec des investisseurs privés. Donc 300K, je crois 400K l'un et 200K l'autre. Gros premier tour de table pour la France. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont ouvert un bureau à Philadelphie. Et là, ils sont bien, ils ont 1000 clients à 20 € par mois, ils sont à 20 000, je crois, de récurrents mensuels. Et ils veulent en décembre. Ça, c'est une boîte dont on est assez fiers, on l'a détecté assez tôt. Voilà. Je lui avais dit qu'il fallait viser le marché américain direct. Ouais, mais il a pris des cartons là-bas parce que ça cogne. Hein. Et les ricains, pour vendre du logiciel, ils sont meilleurs que nous. Hein. Ils envoient 250. Pour vendre, ils sont meilleurs que nous. Ils envoient 250. Les mecs, 250 prospections commerciales par semaine. De façon générale, j'aime bien ces ingénieurs français. Juste la deuxième question, c'était le premier filtrage. Quand il y en a 100 qui se présentent, on en prend 30. On va chercher aussi. Hein. Les 100, c'est le total. Les 100 qui sont allés chercher, qui sont déjà finalement déjà un premier regard. Il y a encore le premier filtrage. Les boîtes prescrites, je les prends quasi systématiquement. Donc ça vient de l'accélérateur, de City Partner. Ils ont déjà fait un filtre intéressant. Et les non prescrites, c'est des questions sur où est-ce que vous en êtes d'un point de vue technologique. Donc est-ce que vous avez un MVP? Est-ce que vous avez un demi-truc qui tourne? Est-ce que autre chose que des slides, ça, des clients, de la traction de type visiteur sur site internet, des choses comme ça. Et ensuite une perception globale de la pertinence de l'entrepreneur. Et on a du déchet, il nous arrive de nous tromper aussi, parce que vu que c'est réduit à un quart d'heure, 20 minutes, tu peux te tromper. Moi, j'avais deux questions. La première question, c'est la startup elle-même que vous avez choisie et qui se fait noter. Ouais. Après, est-ce qu'elle peut utiliser cette note, faire communiquer cette note à... Et là, vous touchez, c'est notre plus grande fierté, ça. Avant, on pensait que pas du tout. En fait, une agence de notation, elle devient stylée si c'est un label. Et il y a 3-4 mois, il y a des entrepreneurs qui nous ont dit mais comment je fais pour vous, vous êtes des pauvres, vous avez 15 clients, mais 15 clients à l'époque, moi ma note Earlymetrics, je veux l'utiliser pour le monde entier. Et donc ils nous ont donné des certificats de notation. Donc maintenant, chaque entrepreneur repart avec son certificat de notation, avec sa note. On a même dû faire des badges, 5 étoiles pour les boîtes au-dessus de 78 et... j'ai une question directe avec ce que tu es en train d'expliquer. Donc finis ton explication. Ouais. Et du coup, on a BPI, on a Ubifrance à San Francisco qui nous appelle en nous disant putain, il y a le badge Earlymetrics sur un business plan que j'ai reçu. Ça, c'est la plus grande fierté qu'on a. Au-delà même du chiffre d'affaires, on fait un peu chiffre d'affaires, c'est le fait de commencer à être perçu par l'écosystème comme un entrepreneur qui soit fier de dire après, ça va vite, mais on a déjà aussi fait des investisseurs. Et juste la deuxième question rapidement. Est-ce que des entreprises, des gros groupes, même des banques, vous contactent, non pas pour investir, mais parce que souvent les banques ou les grosses entreprises, elles font attention à la notation pour justement signer un contrat avec un fournisseur. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'elles vous contactent pour avoir la note, par exemple si vous aviez aidé telle entreprise Du coup, elles se sont abonnées. J'ai une membre Tier 1 qui s'est abonnée comme ça. Et sinon, l'autre, donc ça, oui. Oui, on a même un client qui nous renvoie des boîtes. C'est-à-dire, il dit, t'es pas passé par Earlymetrics, vas-y, moi,
tant que t'as pas passé 2 heures avec ce mec-là, je préfère que tu le fasses et que tu reparles. J'ai ça. Et alors j'ai un truc chelou. Un entrepreneur noté 76, une bonne boîte Cardiologs, une boîte qui fait de l'interprétation automatique d'électrocardiogramme avec du big data. Et il y a une fille que je connaissais qui me dit je suis pris en stage, elle est HEC entrepreneur, je suis pris en stage dans une boîte qui s'appelle Cardiologs et il m'a dit pendant l'entretien de recrutement, non mais bon c'est vrai que c'est risqué de faire un stage dans une startup, tu sais pas si tu vas embaucher, mais bon moi j'ai été noté 76 sur 100 par Harvey. Donc il l'a utilisé de manière complètement détournée, hors d'un cadre de levée de fonds, pour montrer à une candidate d'HEC entrepreneur que c'était pas une boîte de briques et de broc. On était contents, c'était marrant. Ma question justement concernant le label, enfin, si dans 2 ans on est un label, si tu mets une note, est-ce que ça va... Alors, si tu mets, j'ai un coup de tampon, j'ai été évalué par... mais qui n'ont pas le droit de communiquer avec et voire ne connaissent pas, ça te fait de la vérité. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça te nuise à ton besoin? Si la boîte a été évaluée, je le sais, j'ai sa note et je m'en contente et j'ai pas le... Donc quelque part, ça peut rentrer en, ça peut rentrer en conflit avec ton business model. Ouais, mais c'est la plupart des... Là, mes clients, ils l'ont déjà eu cette boîte-là. Déjà, mes clients, ils l'ont déjà eu. Ils ont décidé de le voir ou pas voir. Et surtout, effectivement, j'ai ce problème que mon deal flow va devenir un petit peu public que si l'entrepreneur le veut. Si l'entrepreneur veut s'en vanter, il pourra, c'est tout à fait vrai, donc c'est un risque. Mais en contrepartie, plus tu seras gros, plus il le voudra. Ouais, mais en contrepartie, t'es un label. En termes de viralité, c'est t'es un label. C'est plus tard que le mec. Ça dépend ce qu'il fait, bien sûr. Toi, tu donnes à tes clients peut-être même 15 jours. Moi, plus tard, 15 jours après, mais pour l'année. Non, il y a toujours des éléments complémentaires, mais si tes clients ne le disent pas. T'as des concurrents, sérieux? Écoute, sur la promesse agence de notation, à part Dojo, on va plus être complémentaire que... Sur l'agence de notation de start-up, il n'y a pas un acteur qui se positionne comme ça. Les concurrents que j'ai, c'est des boîtes, des bases de données qui s'appellent DataFox, Mattermark ou CB Insight par exemple. Mais eux, c'est une promesse très quantitative, genre je te scrolle le web et je te dis toutes les startups, plus une promesse, tu as l'entrepreneur qui vient, il rentre ses données financières et ça lui sort un ranking. Donc déjà c'est des grosses boîtes, puis c'est une promesse très quanti, un peu énorme. Et sinon, t'as pas mal de petits acteurs, mais un peu en mode cabinet de conseil, qui se lancent et qui notent, qui vont donner une évaluation de la startup, mais qui lui font payer 3 à 5K. En fait, leur client reste la startup. Donc, là maintenant, je vous présente en mode, voilà, ça fait 6 mois, mais le fait de passer 10 heures sur quelque chose sans toucher 1 euro, c'était un schéma intellectuel qu'on a fait et on nous a tout proposé. 6% de la levée de fonds, 1% du capital gratuitement. En mode, moi si j'ai l'agence de notation à mon capital, c'est stylé. Donc on nous a tout. Et nous on a dit non à ça. Quand on avait 0 € sur le compte en banque, tu dis non à 10% de la levée de fonds de 400K. Donc le fait de dire non et rester un peu indépendant, ça a été quand même un peu un cheminement intellectuel auquel on croit. Et c'est peut-être un peu le truc sur lequel on est un peu con et dogmatique sur le fait que nous, la startup ne nous paiera jamais 1 euro. Oui et non. En fait, c'est quand on est entrepreneur, il faut faire des décisions parfois dures. Celle-là, c'en est un exemple. Ouais. C'est du cash, de l'argent, bel et bon. Sauf si vous avez une proposition à la Snapchat. Ouais, moi sincèrement, c'est ma première boîte, j'ai pas la prétention de faire une boîte en milliards. En France, on lève pas son chiffre d'affaires. Donc moi, si demain je fais une boîte de 30 ou 50 millions et je suis revendu 200 briques à Standard & Poor's, c'est ça.